Bonjour à tous, bonjour John. Bonjour. Je m'appelle Greg et je suis un combattant. Salut Greg, ça va? Oui, ça va bien. Content de te recevoir aujourd'hui. Alors, on commence le podcast et on en a parlé un peu hors micro, hors caméra, et je t'ai expliqué un peu le concept de ce podcast qui était un peu particulier. Et donc, je commence déjà par présenter, je dirais, l'animal est en face de moi, je le sens rugir dans le canapé. Et en tout cas, je parle de lui, j'explique un peu rapidement je dirais son pédigré, et ensuite, je dirais ce que je pense de lui avant de commencer. Donc, face à moi, j'ai Grégory Boucher-Laghem, 47 ans, 1m91, 100 kilos environ, à peu près. Donc, né à Mantes-la-Jolie. T'as pratiqué du tennis, le rugby, le jiu-jitsu brésilien, le MMA, bien sûr, forcément. T'es allé sur Wikipédia, toi, hein? Pas que, d'ailleurs. Le sambo et le kempo aussi. Oui, j'ai tout fait. Hein. T'as tout fait. Hein. T'as même fait un peu de boxe anglaise aussi, ça, il faut le dire. Et c'est important de le dire, très important. Sous ta houlette. Ah, presque. Donc, t'as découvert, alors, parce qu'on te connaît à travers effectivement le MMA, et t'as commencé le MMA en regardant une cassette VHS. Ces cassettes VHS de l'époque, je te dirais, ont influencé beaucoup de personnes, parce qu'on est, toi et moi, nous sommes de la même génération. Et c'est en regardant l'UFC 2, t'imagines, on en est au 321, je crois. Ouais, quelque chose comme ça. Un truc comme ça. Hein. T'as regardé l'UFC 2, et c'est ce qui et tu t'es dit, ce sport est sûrement fait pour moi. Et donc, à l'issue de tout ça, t'as quand même fait, et ça c'est très important, de 2003 à 2008, 8 combats, si je me trompe pas, parce que j'ai bien travaillé, 5 victoires et 3 défaites. Ah, je me souviens plus. Tu m'as enlevé une défaite, c'est gentil. Ah bah écoute, j'essaie d'être gentil avec toi. Ensuite, de 2023 à 2025, ce qui est très intéressant aussi, c'est 4 victoires. C'est ça? En MMA, oui. En MMA, c'est ça. Et puis une victoire aussi en boxe anglaise. Ça, faut pas l'oublier, mais ça, c'est important. Ça, c'est la cerise sur le gâteau, ça. Donc, après cette brève présentation de Greg, j'aimerais te dire que je l'ai invité parce que déjà d'une, j'apprécie le personnage. Et c'est pas parce qu'on est face caméra et qu'on en parle là parce qu'il est là à côté de moi, mais c'est parce que je lui disais tout à l'heure, c'est le client idéal pour mon podcast. Parce que c'est un podcast qui est dédié aux combattants, certes, mais Greg a été un combattant qui a combattu les plus grands dans sa catégorie, qui a arrêté et qui est revenu. On va en parler tout à l'heure, mais cette espèce d'ambiguïté qui n'en est pas une, parce que arrêter sa carrière, et quand on décide d'arrêter sa carrière, c'est qu'on a des choix, on a fait des choix, on a décidé de quelque chose, il y a des raisons, tu nous en parleras, et puis il y a aussi le choix de revenir, tu nous en parleras aussi. Donc ça veut dire qu'ils sont rares les athlètes qui arrêtent et qui reviennent surtout à ton âge. Parce que quand on arrive à l'âge à laquelle tu es revenu, à 45 à 45 ans. Alors, je sais pas si c'est rare, C'est mais rare. en tout cas, je n'en ai jamais vu. Oui, il n'y en a pas. Et c'est très rare. Et peu importe la discipline d'ailleurs. Soit les athlètes, les boxeurs les combattants n'ont pas arrêté, ils ont continué parce qu'ils ont commencé tard ou autre. Mais c'est très rare d'arrêter et de reprendre à 45 ans. Tu nous expliqueras les raisons tout à l'heure. Donc, déjà, la première question, Greg, c'est comment te sens-tu? Ben là, je vais bien. J'ai dû enlever mes chaussures parce qu'il pleut un peu. Du coup, j'ai un peu froid aux pieds. Mais sinon, attends, le moral, il est bon. Hein, le moral est bon. Malgré la défaite enfin, le no contest avec Cyril Gane, c'était hier. Qui a fait du mal à tout le monde, c'était avant-hier. Avant-hier. Ah, c'est vrai qu'on a tous été déçus. Alors j'imagine lui, celui qui est le plus grand déçu, mais on s'attendait à une telle victoire. Et puis surtout, le combat avait plus ou moins bien commencé. Ouais. Et on s'était dit, et puis on y croyait. Alors c'est pas fini. Le combat va être reporté et on est sûr que Cyril fera le boulot et qu'il reviendra avec la ceinture. J'espère, parce que son surnom de bon gamin, il n'est pas usurpé. Non, c'est vraiment une bonne personne. C'est vrai, on confirme. Alors, ton premier sport de castagne, si je peux appeler ça, c'est le karaté. C'est le rugby. Le rugby avant tout, oui. De castagne. C'est vrai que, t'as raison de me reprendre, parce que je dis souvent que le rugby est un sport de castagne en groupe, mais quand je parle de percussion, quand je parle de castagne, c'est castagne. C'est-à-dire que quand... Le but, c'est vraiment de défoncer l'autre. Ouais, avec les poings, déjà avec les mains, tu vois. Et quand je parle castagne, c'est dans ce sens-là. Même si le rugby est un vrai sport d'opposition aussi en groupe, le vrai sport où tu t'es retrouvé face à un adversaire où il fallait mettre des coups, soit des pieds, soit avec les pieds ou soit avec les mains, c'était le karaté. Pour moi, ouais, c'était ton premier amour, en oui, fait, alors. Oui. Et pourquoi le karaté? Alors, le karaté, parce qu'il y avait deux choses. Ça jouissait d'une certaine aura, c'est-à-dire le fameux coup qui tue.
donc une aura de puissance. Ça a été transmis par les films que j'ai pu regarder quand j'étais petit avec Jean-Claude Van Damme ou Bruce Lee, même si c'était pas du karaté mais du kung-fu. Donc toute cette mythologie extrême-orientale qui est très intéressante. Et à la fois, en regardant les entraînements, je voyais que c'était quand même moins violent que la boxe thaï ou le kickboxing ou la boxe anglaise. Et étant un enfant un peu peureux, je suis toujours d'ailleurs, et ben je me suis dit, bon, je vais plutôt faire ce sport qui à la fois a les bénéfices de ne pas être trop violent, et en même temps d'être auréolé d'une toute puissance. T'as atteint quand même un niveau assez intéressant au karaté. T'as été jusqu'en demi-finale des championnats de France, je crois. Ouais, 3e au championnat de France, première division élite. D'accord. Donc c'est pas mal. J'ai vu les noms que t'as rencontrés, c'est des gens que je connais. T'as parlé de Yann Bayon, qui est entraîneur national, qui est même DTN, je crois, du karaté aujourd'hui. Donc ça veut dire que tu t'es quand même frotté au Gotha de cette génération. Et donc, un très bon niveau. Est-ce que tu penses que le karaté t'a préparé aux autres sports de combat que tu as pratiqués par la suite? C'est-à-dire, on va parler du MMA, parce que même quand on parle de Kempo et de Sambo, c'est des disciplines qui sont quand même assez proches aussi du MMA. Alors ça, bien sûr, ça m'a permis de me préparer au MMA, déjà d'un point de vue mental. Inconsciemment. Oui, mais d'un point de vue mental, en fait, c'est toujours la même pression qu'on ressent, avec un degré plus ou moins haut, mais il y a toujours cette pression qu'on a de la crainte de perdre, la crainte pour notre intégrité physique. Elle est là, elle est constante. Et je me rappelle que j'étais terrorisé avant de monter sur le tatami. J'allais 10 fois aux toilettes, et ça on le retrouve aussi quand on fait du MMA. Donc ouais, mentalement ça m'a beaucoup préparé. Et puis techniquement, voilà, c'est un art martial qui est assez complet, très technique, très subtil. Beaucoup de finesse dans le karaté. Ouais, on va chercher à être le plus précis possible. Vraie précision, ouais. Voilà, on n'aime pas les gros bourrins qui envoient des coups à la godille. Voilà, c'est très structuré, un peu comme la boxe française. Ouais. Du coup, ça fait que quand tu passes d'une discipline à l'autre, il y a des ponts techniques qui peuvent se faire. Et du coup, voilà, tous ces ponts, j'ai pu les créer pour être un combattant plutôt pas mal en MMA, tu vois. Et le karaté, on parle de percussion. La question qui me vient, c'est lorsque tu as poussé les portes de ce club de karaté et que tu as commencé à pratiquer, je crois qu'au karaté, il y a ce côté kata qui est très important, qui permet, un peu comme en shadow, en boxe, de maîtriser le geste parfait. On parlait de précision dans le karaté tout à l'heure, et je pense que c'est le cas. Et c'est même une discipline, et je pense que c'est une idée aussi, hein, peut-être faire une discipline qui sort entre les shadows, et pour voir un peu comment on gère la gestuelle. Et ensuite, pour passer au combat. Et quand tu passes au combat, à l'entraînement, est-ce que tu te souviens la première fois que tu as reçu un coup qui t'a fait mal? Bien sûr, j'en avais encore les stigmates il y a encore 2 ans, parce que je me suis refait faire le sourire, en tout cas je me suis fait rapprocher les dents avec un Invisalign, et après on m'a limé les dents. Mais il y avait une grosse brute au club, il s'appelait Gilles. Lui venait de la boxe française et du karaté Kyokushinkai, donc un sport de percussion très violent. Et voilà, j'étais jeune, j'étais fougueux, j'avais pas mis le protège-dents, il m'a mis une grosse paume dans la tronche et un bout de dent qui a sauté. Et c'est mon premier souvenir de violence, en fait. C'était ce bonhomme, Gilles, qui était costaud, qui terrorisait tout le monde au club, quoi. Pas Gilles Cherdieu. Non, pas Gilles Cherdieu. À qui on passe le bonjour, d'ailleurs. Ouais. Que je connais bien. Et qu'as-tu ressenti, alors, à ce moment-là? À la fois de la peur, parce que je sais que à chaque fois que j'allais au club, j'avais peur de lui. J'y allais avec la boule au ventre. Quand je poussais la porte, il était là. Je faisais... Bon, mince, il est là. Et donc, tu as à la fois de la peur, et puis tu as surtout envie de la dompter, cette peur. Tu te dis, non, je me fais tout petit quand c'est le moment des combats. Mais il venait me chercher parce que j'étais grand et j'étais pas mauvais. Donc il me disait, Greg, tu viens? Je faisais, et j'y vais. J'ai pas le choix. Et puis je faisais ce que je pouvais, quoi. Tu sais, je crois qu'on a tous des Gilles dans nos clubs. Oui, tous. On a tous des Gilles. Et moi, j'ai commencé, c'était un mec qui s'appelait Albano. Et à chaque fois que j'arrivais, je racontais ça au premier podcast avec Christian. À chaque fois que j'arrivais dans la salle et je voyais son camion, je me disais, oh non, il est là. J'espérais qu'il soit pas là. Et on s'est retrouvés dans le vestiaire, on était tous pareils. Et Albano, c'était un mec qui était à l'ancienne, qui était plus âgé que nous, et qui venait, il s'entraînait avec un sac poubelle. Ah bon? Un sac poubelle à l'ancienne, avec un sac poubelle pour faire le poids. Et il nous défonçait. Et lui, c'était pas très technique, mais c'était un peu bourrin, et il nous défonçait. On avait tous
la peur de ce Albano. Et à chaque fois qu'on arrivait, qu'on voyait son camion, on disait, oh mince, il est là. Et jusqu'au jour où Albano m'a pas touché, moi personnellement, et ça m'a permis de franchir un palier. Est-ce que Gilles t'a permis de franchir aussi un palier? Bah, bien sûr, un palier psychologique. C'est, je pense que dans les sports de combat, l'aspect psychologique est prépondérant. Si t'as pas cette hargne en toi, ce courage entre guillemets d'aller au-delà de la souffrance et des difficultés, bah, tu vas aller nulle part. Il y a bon nombre de très bons combattants de salle, de très bons techniciens, et puis in fine, quand ils sont face à la réalité entre guillemets, bah, il n'y a plus personne parce qu'ils n'ont pas le mental. Pareil, on en connaît tous. Hein. Bien sûr, les champions du monde de la salle, il y en a beaucoup, c'est vrai. Ouais, et je me rappelle le jour où j'ai séché Gilles. Et après, et ensuite, quand je lui demandais, je lui disais, viens, on y va Gilles, il faisait, non, là, je suis fatigué, ou non, un autre jour, ou non, là, je me suis déjà entraîné, donc non, on fera un autre jour. Voilà, et à la fin, c'était lui qui m'esquivait, donc un peu. Merci Gilles, hein, je dénigre pas, hein, au contraire, merci pour ce que tu m'as apporté. Mais t'imagines un peu l'ascendant psychologique, comment les choses se sont inversées. Et c'est pour ça que je disais que dans chaque club, on a tous un Gilles qui nous permet, on se rend pas compte, et souvent même dans les groupes d'entraînement, il y a toujours une brute. Toujours. Et je dis, vous vous rendez pas compte, mais la brute vous sert. Parce que le jour où vous réussissez à dompter la brute, c'est qui vous a permis de franchir un palier. Et c'est celui-là sur lequel il faut s'appuyer pour pouvoir progresser. Et donc, quand t'as séché Gilles, la tendance est inversée. C'est lui qui a plus voulu mettre les gants avec toi. Est-ce que ça t'a fait comprendre que tu pouvais atteindre le plus haut niveau? Pas le haut niveau, mais gravir un échelon, c'est-à-dire franchir un palier que ça t'avait permis d'aller rencontrer peut-être des compétiteurs plus aguerris. Oui, bien sûr. Bah, disons que c'est un déclic et une étape. Je pense qu'on fonctionne par étapes, un peu comme une quête qu'on peut retrouver dans les livres de Tolkien, par exemple. Donc il y a des boss à vaincre. Lui, ça faisait partie des boss. Après, je suis allé aussi au SIC à Paris. C'était avec... c'était qui je me souviens plus trop des noms, mais... à Paris, un métis avec les yeux clairs. Un métis avec les yeux clairs. Qui faisait du karaté? Oui. Très fort. Mais c'était un prof, hein, tu vois, donc maintenant, il doit être assez ancien. Non, je vois pas. Mais je m'en souviens plus, mais bon, pareil. Là, c'était tous les meilleurs de France qui allaient là-bas. Et là, j'ai pris des tannées, quoi. Ouais. En tout cas, voilà, nos sports de combat, les sports de combat de percussion, où forcément ils sont les sports de duel, on a besoin d'un adversaire, d'un partenaire avant tout, parce que l'adversaire est un partenaire avant tout, et qui nous permet de nous appuyer sur des charges émotionnelles externes, sur lesquelles qui nous font progresser techniquement, tactiquement, émotionnellement, et puis même dans la vie, qui nous permettent d'être des hommes aussi, des hommes que nous sommes aujourd'hui. Toi à 47 ans, moi je sais plus quel âge. Mais en tout cas, ce qu'on veut dire, c'est que le départ de ce Gilles arrive aujourd'hui à Greg, à ce que t'es, avoir combattu tous les plus grands de ta discipline en MMA et d'avoir pu tenir. Parce qu'à la base, il y avait ce petit garçon qui était apeuré, et ça c'est une question qui va venir après, qui a commencé à faire un sport de combat, le karaté à l'époque. Et puis finalement, quand on voit ce que t'es aujourd'hui, on se dit, mais quel chemin parcouru? Est-ce que tu te rends compte, toi, de ce chemin? Bah, je me rends compte a posteriori, une fois qu'on est entre guillemets arrivé en haut de sa montagne, je dis pas de la montagne, mais de sa montagne, on peut voir tout le chemin parcouru, on l'aperçoit, on le comprend, mais in fine, il est tellement... toutes ces étapes sont intervenues petit à petit, du coup on s'en rend pas compte, tu vois. C'est comme on essaye de voir les étoiles qui bougent dans la nuit, on les regarde, on les voit pas bouger, mais après, bon, si tu vas faire un tour pendant 3 heures et que tu regardes, ah oui, ça a bougé. Donc là, je m'en rends bien compte, mais avec le recul, quoi. Ouais. Petit, t'étais grand pour ton âge? Ouais, je faisais la même taille, chose que je faisais, sauf que je faisais 78 kilos, donc j'étais... grand, fin? Ouais, un grand maigre. Une grande saucisse. Ouais, ouais. Et qui avait envie de se prouver des choses? Ouais, c'est ça. Peur de l'adversité, peur des autres? Alors, comme je dis, j'ai l'impression qu'on reste toujours l'enfant qu'on était. Alors, je ne me souviens plus de cette phrase, mais il y a un penseur qui disait que on est tous des enfants qui joueront le rôle d'un adulte. En fait, je pense qu'on est toujours la même personne au fond de nous, et j'étais quelqu'un de peureux, et je le suis toujours. Ouais. C'est ce que je dis souvent aux gens, sauf que maintenant je suis fort.
Voilà, ça a changé par contre. Je t'ai vu combattre, je t'ai vu t'entraîner, j'ai senti le personnage. Je t'ai observé dans les moments où tu ne me voyais pas t'observer. Et j'ai trouvé beaucoup de similitudes entre ce que je ressens moi à l'intérieur, en profondeur de ma personnalité. Ce que j'ai perçu, c'est comme tu le dis, et c'est pour ça que j'en parle avec toi, quand je dis que t'es le bon client, parce que je crois que j'arrive à comprendre un certain nombre de choses. J'ai eu peur, moi. Je suis un homme qui a peur aussi. Et quand je dis aux gens, mais j'ai 166 combats, et j'ai eu peur 165 fois, on me disait, ah ouais, parce que les gens ont cette image du combattant qui n'a pas peur. Si, alors c'est pas la peur de l'adversaire, même s'il arrive des fois que des adversaires m'ont fait peur, mais il fallait faire quand même. J'ai toujours peur, mais ma force a été de faire ce qu'il y avait à faire. Et quand je t'ai vu évoluer, je connais Greg avec sa sensibilité, avec ce qu'il est. On en parlera tout à l'heure. Il a même des mascottes, on en parlera tout à l'heure. Il a besoin de ça pour avancer. Et on se dit, mais c'est forcément à l'inverse de l'image qu'on a du combattant. Et en même temps, et il le dit ouvertement, Greg, qu'il a peur. Il vient de le dire, tu l'as dit à 3 reprises déjà. Et c'est pas un aveu de faiblesse, au contraire, non. C'est que la force de l'homme, justement, c'est de devoir connaître ses peurs. Et le plus important, c'est de pouvoir les apprivoiser et les dompter. Et j'ai l'impression que comme moi, j'ai tout le temps eu peur, j'ai tout le temps peur. Mais je me dis, ma phrase, on a tous une phrase, c'est je fais ce qu'il y a à faire. C'est ce que je dis à mes enfants aussi, je fais ce qu'il y a à faire. On a beau avoir peur, on a beau être compliqué, on a beau être fatigué, mais il faut faire ce qu'il y a à faire. Et j'ai l'impression que Greg, c'est ça aussi. Tu as des peurs qui découlent de ton enfance, de tout un tas de choses qui nous sont personnelles. Hein. C'est vrai, on ne le sait pas, on le sait. Et puis, on se dit souvent que les combattants ont un compte à régler. Et quand on vient à un sport de combat et qu'on accepte de prendre des coups et d'en donner, c'est que forcément, on a un compte à régler. Alors, il y en a qui réussissent à régler, d'autres pas. Et je pense que tu as eu des comptes à régler aussi. Et pour les régler, tu as dû faire ce qu'il y a à faire. Tu avais peur, mais tu t'es dit, j'en ai besoin. C'est comme si tu étais attiré par une espèce de lumière. Une nécessité. Ouais. Bien sûr. En fait, il y a plusieurs manières de voir les choses. Et là, tu vois, si tu me reçois aujourd'hui, c'est parce que j'ai réussi quelque chose. Tu vois. Donc, en fait, on a tous en nous quelque chose qui nous travaille. Parce qu'on est des êtres humains, on est des êtres de projection. Et on a la capacité à faire une introspection aussi sur nous et à se dire, j'aurais pu mieux faire ça, j'aurais dû faire ci. Peut-être qu'en ayant fait ça, j'aurais réussi à... Le fait est que moi, j'ai réussi à faire pas mal de choses, ouais. Mais il y a beaucoup de gens qui restent dans l'anonymat, qui n'ont pas réussi justement à surmonter ces traumas. Mais effectivement, j'en ai comme tout le monde. Et à force de travail ou que sais-je, de courage peut-être et de chance souvent, j'ai réussi à les sublimer. Tu vois. Est-ce que tu le savais que tu allais faire un sport de combat ? Est-ce que tu le sentais ? Le jour où tu es rentré dans ce club de karaté, est-ce que tu t'es dit, c'est vrai, en fait, c'est ma place, elle est là, j'aime ce que je fais ? Ou t'as toujours... Il y a des gens qui font des sports de combat et qui n'aiment pas ça. Ils y vont par nécessité, parce que leur père est entraîneur, parce qu'ils sont retrouvés là, parce qu'ils ont gagné. Et ils savent pas trop ce qu'ils font là, et dès qu'ils peuvent arrêter, ils arrêtent. Et puis, il y a des gens qui pratiquent une discipline, et c'est pas pour mettre des coups, c'est pas ça. Mais parce que l'ambiance du club, parce que l'atmosphère du combat, parce que l'entraînement que tu fais, parce que ça apporte une espèce de force intérieure. Est-ce que tu as ressenti ça ? Est-ce que tu t'es senti à ta place ? Oui, tout de suite, j'ai accroché, j'ai fait, il faut que j'y retourne. Il faut que j'y retourne là-bas. Ouais. C'est, malgré Gilles. Malgré Gilles. Je suis pas sûr qu'il ait été là dès le premier cours. Sinon, j'aurais peut-être bifurqué. Mais oui, je pense que... Après, j'étais obsédé par ce sport. Tu vois. Ouais. J'ai acheté des livres, j'ai visionné des cassettes, j'y pensais tout le temps. C'était vraiment une passion dévorante, et avec l'espoir de devenir un peu comme mes héros que je pouvais voir dans les dessins animés, donc les Chevaliers du Zodiac, Dragon Ball ou Ken le Survivant. Voilà, je voulais être un homme fort qui fait face au danger, qui a plus peur, quoi, parce que la peur, c'est quelque chose qui te recroqueville sur toi, ouais. qui fait que tu n'es pas capable de t'ouvrir au monde, parce que tu te dis, tiens, dès que je vais ouvrir la bouche ou faire un geste, hop, il y a quelqu'un qui va s'imposer à moi. Et ça, c'est l'inverse de l'épanouissement, justement. Et la question suivante, c'est le premier combat en karaté. C'est-à-dire qu'il y a un entraînement, bien sûr. On passe toutes ces disciplines, on passe par l'entraînement. Déjà,
l'appréhension de monter sur le ring ou sur le tatami, être face à un partenaire. Et ce qui est bien, c'est qu'en club, en général, quand c'est bien fait, quand on a un bon pédagogue, on commence avec quelqu'un de son niveau et puis tout doucement, progressivement, on s'aguerrit techniquement, on s'aguerrit physiquement et puis on est proche, prêt au combat. Le premier combat, est-ce que tu te rappelles du ressenti? Une personne aussi sensible que toi, au moment où tu dois aller livrer un combat, délivrer des éléments que tu as travaillé avant et tu dis enfin j'y suis, c'est le combat. Dans quel état d'esprit tu étais? Moi, je revois exactement l'image, le tapis sur lequel j'étais. Il était en bas à gauche. T'avais quel âge? J'avais 17, 18 ans, un truc comme ça. Et le fait est que j'ai eu de la chance, puisque dès ma première compétition, j'ai gagné les championnats des Yvelines. Alors, en karaté, c'est pas comme en judo où ils sont 40 par catégorie. On n'était pas très nombreux, le niveau n'était pas très élevé. Et j'ai eu la chance de gagner mes 3-4 combats en junior, tu vois, pour être champion des Yvelines. Mais oui, je m'en souviens très bien. Et après, quand on combat, on est vraiment dans un autre monde. Et pour le coup, c'est le seul monde qui existe, c'est le monde du combat. Ouais. C'est-à-dire qu'on est dans un moment présent infini. Voilà, en religion, on va t'appeler ça l'éternité, un présent éternel. Et c'est une des rares fois où tu es totalement présent. Tu n'es pas en train de penser à ce que tu vas dire, à ce que ton interlocuteur a dit ou sur lequel tu pourras rebondir, mais tu es vraiment présent à 100%, et il n'y a plus rien d'autre qui existe que le moment présent. Donc, à chaque fois que tu combats, c'est une expérience unique. Tu vois. Et t'as remporté ce combat et t'as ressenti quoi? De la fierté, de la joie, l'aboutissement? Bien sûr, de la joie, mais comment dire, j'ai jamais vu la victoire comme une fin en soi. C'est juste, voilà, c'est ça. C'est un checkpoint et la suite arrive. On a un objectif. Même pour ce premier combat. Non, t'es content. Hein. Parce que effectivement, alors, moi le premier combat, je me rappelle que j'ai l'impression que mon cœur allait sortir de ma poitrine alors j'avais pris mon premier combat à la Porte Pouchet. C'est là-bas qu'on fait les premiers combats. Hein. Et je me rappelle que tous les boxeurs avec qui j'en parle encore même aujourd'hui, on a tous ressenti on a tous eu le même ressenti. En plus, tu passes du vestiaire, tu montes les escaliers et il y a une baie vitrée et tu vois des gens jouer au tennis. Oui. On s'est tous dit, mais pourquoi je fais pas du tennis? Et quand on en parle encore aujourd'hui, on s'est tous dit la même chose. Et donc je me disais, ce premier jour de combat, j'ai l'impression que je ne contrôlais plus rien. Ce sont vraiment mes automatismes qu'on parlait. J'étais vraiment pas fier. Je me demandais, mais qu'est-ce que je faisais là? Et puis finalement, quand on est monté sur le ring, ça a déroulé. Et c'est comme si j'étais spectateur du combat. J'étais à l'extérieur du ring, je ne maîtrisais pas. Avec le temps et l'expérience et les entraînements, tu arrives à gérer ce que tu fais, tu arrives à mieux appréhender le combat. Et donc techniquement, tu es capable de répondre à ce qu'on te demande. Mais le premier combat, tu es hors temps. Parce que tu ne sais pas ce qui se passe, tu as tellement peur, et on parle de peur encore, tu as tellement peur de ce qui se passe que tu n'en es même pas à dire c'est qu'une étape. Tu vois, et toi, tu as réussi à te dire que c'était une étape ou c'est à la fin que tu t'es dit? Pendant le combat, qu'est-ce que tu as ressenti? Vraiment? Je vais te dire que c'est tellement loin que j'ai du mal à analyser tout ça. Parce que le premier combat, on s'en souvient souvent. Moi, je me rappelle du premier combat, pas du combat en lui-même, parce que j'ai revu les vidéos après, mais je me rappelle de ce que j'ai ressenti avant, presque pendant, quand on allait aller au combat, quand l'arbitre est venu donner les dernières vérifications, les dernières consignes, pardon, et qu'il nous a envoyé au combat. Je me suis dit, mais tu sais, t'as l'impression que tu vas exploser, quoi. Et il faut exploser dans le bon sens. Et rapidement, l'entraîneur, une voix que t'entends des choses qui te ramènent au club, à des choses que tu as travaillé, et tout doucement, tu commences à te canaliser. Il faut laisser passer les premiers instants. On en parlait tout à l'heure encore. Il y a eu des combats qu'il y a eu récemment, notamment le combat de Cyril, le combat aussi de Saladin. On a l'impression que les premiers instants du combat, les 30 premières secondes sont... Personne n'est là, personne n'arrive à contrer, on ne sait pas ce qui se passe, ils font des choses complètement incohérentes. Et tout doucement, ils commencent à rentrer dedans. Et moi, je crois que c'était aussi un peu ça. Les premiers instants, on aurait pu me demander comment tu t'appelles, j'aurais pas su le dire. Et puis finalement, tout doucement, la voix de mon entraîneur m'a ramené sur le ring. Je suis pas devenu le meilleur technicien du jour au lendemain, mais je me suis accroché à des repères, tu vois, que j'avais entendu. Mets ton direct du bras avant, mets la gauche, déplace-toi là. Et finalement, je me suis accroché à ces choses-là.
C'est pour ça que je dis que pendant ce combat-là, tu te rappelles pas de ce que tu as ressenti? Non, pas vraiment. D'accord. Je vais pas inventer des trucs. Non. Mais là, ce dont je me souviens surtout, c'est que voilà, j'avais mon meilleur ami, Michael, qui faisait du karaté avec moi. On a commencé ensemble. Ouais. Il était très doué. Et lui, il a perdu au premier tour. Et moi, j'ai gagné. D'accord. Lui, ça l'a dégoûté, il a arrêté, moi j'ai continué. Ah oui. Ça tient pas grand-chose. Hein. Non, c'est ça. Enfin, le destin, comme on dit, c'est absolument fabuleux. C'est incroyable. C'est ce que je dis souvent. Il suffit que tu loupes un métro pour que ta vie soit totalement différente. Complètement. Ouais, c'est ce qu'on appelle l'arbre des possibles. Et les ramifications sont infinies. Quoi. Ouais. Voilà, j'ai loupé ce train. Voilà, et si je l'avais pris, je me serais peut-être pris une voiture parce que j'aurais pas regardé droite à gauche, etc. Donc, c'est une fameuse théorie des multivers où dans chaque univers, notre destin aurait été différent à cause d'une décision A ou B, tu vois. C'est comme ça, il y avait plusieurs choix et on a choisi celui-là. Et si on avait choisi si on avait pris une autre voie, on aurait pu basculer sur autre chose. Mon histoire de boxe aussi, hein, on s'entraînait tous les lundis, mercredis et vendredis. Et mon ami et moi, on était invités à une soirée le vendredi, donc on n'y a pas été. Donc on y a été jeudi. On a rencontré un entraîneur qui nous a changé notre vie. Oui. 2 ans après, mon pote faisait les Jeux Olympiques d'Atlanta et moi 4 ans après. Donc ça tient à pas grand-chose. Il faut juste être capable de saisir les bonnes opportunités. Il faut avoir de la chance aussi. Hein. Et si, le facteur chance, c'est important. Moi, pareil, pour mon premier cours, mon pré-cours de karaté, je suis tombé sur un prof qui était passionné, qui était un peu comme un deuxième père, qui m'a aidé, qui a vu le potentiel, et qui m'a pris sous son aile. Qui se levait le samedi et le dimanche matin pour m'entraîner. C'est ça. Et il prenait pas un rond. C'est ça. Déjà, en karaté, il n'y a rien à prendre. Ouais. Mais voilà, il voulait aider un petit jeune qui a envie, quoi, pour transmettre. Et voilà, donc merci Eric Malacarnet, un grand monsieur. Et pareil pour le jiu-jitsu brésilien, moi j'ai toqué à la porte, c'était à Paris. Puis je suis tombé sur des très bons pédagogues, dont François Laurent, David Pierre-Louis, salut les copains. François Laurent qui était dans le coin de Cyril Gann ce week-end. Et voilà, je suis tombé sur des grands pédagogues. Sur des vrais entraîneurs. Ouais, des vrais amoureux de leur discipline. Et surtout l'amour de transmettre, c'est ça qui est important aussi. Oui. Toi qui as combattu sur, je dirais, 3 aires de combat. Le tatami, la cage et le ring. Tu as combattu sur le tatami parce que tu as fait du karaté. Sur le ring, parce que au début, les sports de combat, notamment le MMA, étaient sur des rings. Et la cage, parce que tu combats encore dans la cage. Et parce que lors de ta jeunesse, si je peux parler de jeunesse, tu étais déjà dans la cage. Cette notion de combattre dans 3 aires différents, quelle impression ça t'a donné ? Comment as-tu su, toi, faire cette transition ? Comment tu t'es senti ? T'as senti que c'était différent ? Au bout d'un moment, on aurait pu te mettre dans cette pièce, tu aurais pu combattre. Et s'il fallait, je sais que tu l'aurais fait, mais est-ce que tu as senti la différence ? Est-ce que ça a influé quelque part sur ton ressenti ? Pas sur la technique forcément, mais est-ce que ça a influé sur ton ressenti ? Les premiers instants, encore une fois, dans la cage ou sur le ring ? J'ai aussi combattu en jiu-jitsu brésilien et en grappling. C'est aussi sur tatami, tu vois. Tatami aussi, ouais. Et pour répondre à ta question plus précisément, ça change rien. Ça change rien ? Non, ça ne change rien. Tu as quelqu'un en face, il faut le détruire. Tu as une liste d'armes qu'on te donne au début, et à toi de les utiliser de la meilleure façon qui soit. Parfois, j'ai combattu, et le jour même, j'apprends par exemple qu'il y a le droit au coup de boule. Pendant un sambo de combat, par exemple, D'accord. On a le droit au coup de tête. Donc même si on a un casque d'anglaise amateur, on a quand même le droit de mettre des coups de tête. Les coups de coude aussi, on a le droit. Et c'est sorti le jour même, tu vois. C'est vraiment un sport où il faut être capable de s'adapter. On parle de sport, là, tu vois, on parle de sport. Moi, je suis aussi passionné de self-défense, donc tout ce qui est combat de survie ou des bagarres, tu vois. Moi, alors, je ne suis pas quelqu'un qui me bat, mais ça me fascine. Et j'essaie aussi dans mes vidéos que je fais sur YouTube de mettre des mises en scène de ce type. Ma prochaine vidéo, ce sera par exemple un mec qui a un couteau, un faux bien sûr, et l'autre il a rien, et il faut qu'il arrive à s'en sortir. Et le mec qui a un couteau, il est plus ou moins novice, et il faut être capable de le terrasser. Donc c'est une quête permanente pour être capable d'être le meilleur possible, au-delà du sport lui-même, mais d'en avoir une vision globalisante
de l'art martial au sens premier, l'art de la guerre. D'accord. Cette capacité d'appréhension, et c'est bien parce que ça permet de faire une transition sur le combat en lui-même. Et dans quel état d'esprit te sens-tu, toi, avant le combat? Je sais que, on en a parlé tout à l'heure, je sais que tu as 2 mascottes, on peut en parler? Je les ai pas prises. C'est incroyable parce que tu les as toujours. Alors, il y a Julien et Jeanne, c'est ça. Donc c'est un couple. Oui. On mettra une photo d'eux en post-prod. D'accord. et c'est important qu'ils soient connus parce qu'ils font partie aussi du package. C'est ça. Et puis c'est la famille quelque part. Et c'est pour ça que c'est en ce sens-là que je dis que Greg, c'est important qu'il soit là, qu'il vienne, parce que qui irait penser que un homme de 91 kilos, de 1m91 qui pèse quasiment 100 kilos et qui a combattu sur tous les rings, les cages, les tatamis du monde entier, les plus gros Golgoth, ait besoin d'avoir 2 mascottes qui sont, en fait, les 2 mascottes, ce sont quoi? Ce sont 2 petits, 2 cochons d'Inde, pas des vrais cochons d'Inde parce que ce sont des. Si, c'est des vrais cochons d'Inde en peluche. En peluche, c'est ça. Donc il y a besoin. Et il en parle ouvertement, Greg. En fait, il n'y a pas bien sûr de honte à avoir parce que chacun trouve sa motivation et doit être. Et sur ça, je dis que sa sensibilité à l'approche du combat, à l'être, à comment il doit être, comment il doit appréhender son combat, c'est vachement important parce qu'il a besoin de ces sources de motivation et qui sont ces 2 cochons d'Inde. Et est-ce que ces cochons d'Inde sont là pour un besoin affectif ou tu as besoin de ces 2 cochons d'Inde c'est pour le combat ou c'est pour le quotidien? Alors, mes 2 petits cochons d'Inde, en fait, comme tu le dis, moi, je cache rien, je m'en fiche. Comme je dis parfois, écoute, moi, mon boulot, c'est youtubeur, donc je fais ce que je veux en même temps. Qui êtes-vous pour juger? Enfin, on s'en fout, quoi. J'ai passé l'âge de vouloir paraître plus beau que je ne suis. Je m'en fous. J'ai beaucoup de failles. Je les assume totalement. C'est ce qui fait ta richesse, hein. Je sais pas, mais en tout cas, je suis sincère. Merci, frérot. Et je vais pas prétendre être qui que ce soit. Donc, tu vois, par exemple, moi, je suis agnostique. Donc, en gros, athée, hein, pour que les gens comprennent plus facilement, mais bon, je prétends pas détenir la vérité. C'est pour ça que je me rapproche plus de l'agnosticisme, qui suspend son jugement quant à l'existence de Dieu. Et j'ai pas une aide permanente avec moi qui m'aime de façon inconditionnelle. Donc on peut avoir nos parents et tout, mais ils sont pas toujours là. Voilà, Julien il est toujours là, par exemple, et il m'aime quoi qu'il arrive. Et voilà, c'est un réconfort permanent. Donc pourquoi se priver d'une aide extérieure quand on peut l'avoir, mais c'est pas quelque chose que j'ai calculé. Hein. Non, en l'occurrence, tu l'as pas calculé. En l'occurrence, j'allais dire. Pour le fait, c'est toi qui l'as décidé d'avoir cette aide. C'est toi qui l'as. Tu peux nous raconter l'histoire de Julien? La genèse, oui, c'est ma femme. On ne parle que de Julien, pas de Julien pour l'instant. Julien arrive après. Parce que Julien, c'est le boss. D'accord. Mais c'est mon alter ego, c'est mon sauce. Donc ça, c'est des blagues que je fais avec ma femme qui me l'a offert. Ouais. Et voilà, je me suis pris d'affection pour lui, parce qu'il est mignon. Ouais. Et voilà, au fur et à mesure du temps, j'ai inventé toute une mythologie autour de lui, tout un tas d'histoires plus ou moins farfelues qui faisaient rire ma chérie. Donc, et au bout d'un moment, le fait est qu'à force de se raconter des histoires, quand t'as un objet factuellement qui est inerte, je le sais bien, mais tu insuffles une âme en cet objet en racontant des histoires autour. Et maintenant, le fait est qu'il a un semblant d'âme à travers les projections psychologiques que je mets en lui, tu vois. Et toute l'histoire qu'il a. Par exemple, il est tétraplégique, il a fait une chute de ski, mais j'essaie de lui redonner de la mobilité de temps en temps. D'accord, donc tu fais vraiment vivre en fait. Oui, vivre, ouais. Et dans ton imaginaire, c'est toi qui conçois son histoire en fait. C'est toi qui l'as fait par rapport à quoi? Par rapport à des peurs, à des craintes, à des envies d'envie de donner une affection différente? Par rapport à des conneries que j'imagine, voilà. Ma femme l'autre fois se sentait pas bien, donc voilà, il y avait Julien qui
qui a failli appeler les pompiers, il a bondi sur le plan de travail, je sais pas comment il s'est Il y a retrouvé même là. des scénarios en fait qui sont faits autour de Julien. Un scénario. De façon sérieuse, familiale en fait. C'est une famille. Alors vous vivez à 4 en fait alors. Ouais, c'est ça. C'est vrai. D'accord. Parfois, il passe l'aspirateur, il y a un aspirateur automatique, C'est vrai. donc on le met dessus, puis il passe l'aspirateur. Puis parfois, quand il vient avec moi au cinéma, qu'il n'y a pas Jeanne, parfois Jeanne, elle l'attend, et puis on met un couteau en dessous, il y a Jeanne, et puis c'est sa meuf, et puis il y a le couteau, et puis elle attend Julien avec un couteau parce qu'il l'a pas emmené au cinéma. Mais voilà, donc c'est tout à fait farfelu. Mais moi, ça m'aide. Et par exemple, le soir, voilà, parfois, j'ai pas passé une bonne journée. Et puis je le prends, puis je le mets là, et puis il m'apaise. D'accord. C'est vraiment un personnage que tu t'es créé, en fait, alors. Ouais, c'est ça. Est-ce que ce personnage, en quel sens ce personnage t'aide pour les combats ? En tout cas, il est là. Il est en bord de cage. Au quotidien. En tout cas, il est là en bord de cage. D'accord. Il faut qu'il soit là en bord de cage. Oui. D'accord. Oui. Il faut qu'il soit là à chaque fois que tu combats, à chaque entraînement aussi. Non, parce qu'il n'aime pas la saleté des gens. D'accord. Quoi. D'accord. Donc, c'est bien de le savoir. Déjà. Mais en tout cas, quand tu combats, il est là. Il faut qu'il soit là. Il est là. D'accord. Ouais, T'en as besoin. Ouais. Après, il est là dans les moments d'intimité. Et puis une fois qu'on va aller s'entraîner, on est dans le sérieux. Et puis voilà. Mais je te dirais que c'est une aide psychologique. Je vais te dire n'importe quoi, mais imaginons que tu vas voir un psy. Le psy va t'aider à 30% à régler tes problèmes. Et lui, j'estime qu'il aide à résoudre mes problèmes à 15%. D'accord. Et c'est pas anecdotique. Hein, c'est très 15%. bien. Mais c'est très bien, en fait. Et c'est très bien parce que c'est toi qui le gères. Le plus important, c'est que, tu sais, souvent, quand quelqu'un a des problèmes, un problème mental, on a souvent l'impression que la personne a besoin d'une aide extérieure. Mais en fait, la vraie solution se trouve à l'intérieur de soi-même, souvent. Et l'aide extérieure va permettre de faire ressortir, améliorer ou apporter cette solution. Alors tu as tout à fait raison, on a cette solution en nous, mais on ne le sait pas forcément. Il faut un détonateur. On ne sait pas comment la sortir. Et voilà, c'est ce qu'on appelle l'influence qui va nous aider à le résoudre. Et l'influence, maintenant, c'est vu comme quelque chose de péjoratif à cause des influenceurs. Et on a cette vision un peu, à juste titre, aussi négative, parce qu'ils ne nous apportent pas que des choses très fines. Mais on est influencé par... tout à l'heure, on parlait de Dragon Ball Z, ou Canon Survivant, ou les Chevaliers Zodiac, qui étaient des séries avec des valeurs fortes et belles. La littérature peut nous influencer de façon positive, comme la religion, si elle est utilisée à bon escient, peut nous aider de façon positive. Nos parents nous influencent, nos amis, la société en général. Il faut arriver à être... on n'est pas influencé sciemment. En fait. On se fait influencer, justement, bien contre notre gré. C'est pour ça que la société ou l'État, ils ont un devoir. Ouais. Quant à la jeunesse, savoir est-ce qu'on veut que telle ou telle personne influe sur eux. Et c'est pas évident. Parce qu'on voit que les jeunes, ils sont en perdition, ils ont des influences qui sont pas terribles, tu vois. Je vais faire le vieux con, mais si j'écoute les groupes de rap à l'époque, bon, ils étaient quand même assez virulents, certes. Ils avaient un message à transmettre. Voilà, ils dénonçaient certaines inégalités. Bien sûr. Aujourd'hui, c'est différent. Voilà, aujourd'hui, c'est nique des gonzesses, prendre la coke, et bagarre-toi, et soit un mafieux, quoi, soit un thug. Et ça, c'est des exemples, hein, mais les séries, c'est un peu pareil. Et même le rôle de certains sportifs est assez délétère quant à leur comportement, tu vois. J'y pense pas forcément à l'influence que j'ai. Par contre, je la vois quand je rencontre des jeunes ou des parents qui me remercient pour l'image que je donne d'un sportif, tu vois. Bien sûr. Ils se disent, tiens, il parle correctement, on voit qu'il est éduqué. Il respecte les gens. Oui. Et puis il pratique une discipline et puis il y a une rigueur. C'est ça, ouais. Une rigueur physique, il y a une rigueur dans l'état d'esprit. Tu viens d'un art martial, donc forcément, ça cadre aussi quelque part. Et même aujourd'hui, tu l'as dit, hein, il y a quelques sportifs qui n'ont pas forcément cet état d'esprit très martial qu'on devrait avoir. Et pourtant,
quand on pratique une discipline, c'est pas que pour le côté martial, même si je pense que dans notre génération, c'était beaucoup ça, parce qu'on a grandi avec Bruce Lee, avec tout un tas d'autres choses. Mais aujourd'hui, on se dit même que la dureté de nos sports t'oblige à avoir une espèce de rigueur. C'est pas juste le boxeur ou le combattant, il est tellement fatigué qu'il a pas le temps de se battre, c'est pas ça, c'est que nos sports t'apprend l'humilité, t'apprend le respect d'autres, parce que ce sport est tellement dur. Et on disait tout à l'heure, c'est qu'on n'est pas tous à accepter de prendre des coups et d'en donner. Et donc le fait de passer ce cap t'oblige quelque part à une vraie rétrospective, une vraie remise en question personnelle, et qui t'oblige à avoir la vision, le rapport à l'autre complètement différent. Et tu mets pas des coups, tu ne te bats pas dans la rue parce que tu es fatigué, parce que tu t'es entraîné, mais parce que dans ta conception de la vie et de l'autre, il y a une forme de respect. C'est ce que je dis souvent quand les gens rencontrent un boxeur ou un combattant, les gens disent mais c'est les gens les plus gentils en vérité. Et oui, ils étaient peut-être pas gentils à la base, mais la dureté de ce sport et l'humilité que ça t'apporte t'oblige à respecter l'autre en fait. Et c'est ça, hein, ce que tu dis. Et l'exemple qu'on peut apporter pour les jeunes d'aujourd'hui, c'est ça aussi, un combattant. C'est ça un combattant, et c'est aussi pour ça que je suis venu te voir pour ton podcast. Tu m'as demandé est-ce que tu veux faire un podcast. Moi j'ai dit oui, alors que d'habitude je regarde ce que les gens font, mais toi non, je fais non. Non, pourquoi ? Parce que t'es un monsieur. Donc t'es un grand champion, un grand entraîneur de l'équipe de France, etc. Et t'es quelqu'un, voilà, le mec est posé, il est humble, il est souriant, tu gonfles pas le torse. Bon bah ça c'est validé direct, je valide tout de suite. Il y a pas à tergiverser, tu vois, mais voilà, tous les combattants ne sont pas comme ça. Après si on était tous comme ça serait peut-être ennuyeux. C'est bien qu'il y ait des gars, c'est bien qu'il y ait des gars comme Cédric Doumbé. Même si moi, il me fait pas rire, mais c'est pas grave. Il est taquin, c'est pas quelqu'un de vulgaire ou qui insulte. Même si on peut parfois déraper, mais moi j'ai dérapé, tout le monde a dérapé, on a tous des casseroles parce qu'on est des gens publics. Mais voilà, il fait son truc à sa manière. Ouais, ça me bat. Et puis ça reste un combattant, un athlète qui s'entraîne, s'entraîne, qui morfle. Qui fait des régimes, qui s'entraîne blessé, qui combat blessé, qui fait des choses. C'est ça en fait. Ça reste ça en fait. C'est un athlète avec sa personnalité. Athlète d'exception et éminemment doué pour ce qu'il fait. Et ça on remet pas ça en cause. Ouais. On parle du combat. On a parlé un peu de ta motivation, de ce qui te permettait de tenir. On a parlé de Julien et Julia. Jeanne et Julien. Julien et Jeanne, parce que Julien c'est le patron. T'as beaucoup parlé de Julien parce qu'il était là le premier et j'ai l'impression que Jeanne est pour lui en fait. Oui, c'est sa meuf. Pas pour toi, ouais, c'est ça. C'est pour lui en fait. Il s'ennuyait. Ouais, il s'ennuyait, d'accord. Donc aussi on va lui trouver une Jeanne, d'accord, c'est très bien. Alors ça c'est. Donc c'est surtout Julien en fait. Très patriarcal, hein, mais c'est une blague. Mais en même temps, c'est selon tes besoins. Oui. Et ça a été bien déjà de lui apporter une Jeanne. Tu vois, c'est bien déjà. Mais dit comme ça, c'est bizarre. Quoi. Tiens, cadeau, une femme. Parce qu'il se sentait aussi seul en même temps. Et je dirais que il faut rééquilibrer. Vous étiez 3. Toi, ta compagne et Julien. Donc forcément, à un moment, on a envie de se retrouver à 2 et 2. Et c'était pas un copain que tu allais lui apporter. C'était logique que ça soit moi. Moi, ça me semblait logique que ça soit une demoiselle. Une femme, une demoiselle. C'est ça c'est mon côté altruiste et voilà, je voulais pas qu'il s'ennuie. C'est tout bête, mais c'est vraiment ça. Hein. C'est bien. Est-ce que Jeanne a trouvé sa place ? Ouais, elle est tout à fait intégrée. Dans l'organisation aussi, pour l'organisation de cours, mais pour tes combats. Quelle place a Jeanne sur ta préparation de combat, sur l'aspect mental ? Parce que c'est beaucoup mental. Hein. Ouais, non, Jeanne, elle n'a pas de place. Non, moins. D'accord. D'accord. Mais ma femme, parfois, m'engueule, elle me dit elle traite Jeanne aussi bien que Julien, c'est pas vrai, ça. Il y a du favoritisme, alors ? Ah oui, du favoritisme. Forcément. De toute façon, on préfère toujours une personne à une autre. Okay. Julien est là, au bord de la cage, pour les combats. Au bord du ring, quand tu combats aussi. Qu'est-ce que tu dis à Julien avant le combat ? Avant le combat, rien. C'est la veille. C'est la veille ? C'est la veille, Julien. D'accord. Le jour du combat, c'est le jour du combat. Ouais. Il faut juste ta présence. Il faut juste qu'il soit là, il est là. Petit coup d'œil, voilà, basta. Mais la veille... Est-ce qu'on peut savoir ce que tu lui dis la veille ? Je lui dis, t'inquiète pas, frérot, ça va bien se passer. Et t'as l'impression qu'il te dit quoi, lui ? Il me dit, je sais, tu t'es entraîné dur pour ça. Mais je pense que tout est dans la préparation, tout est dans l'entraînement. Quelque chose qu'on a bien préparé, minutieusement,
ça ne peut Que bien se passer. que bien se passer, que ce soit dans la défaite ou dans la victoire. Quand t'as tout donné, T'as rien à te reprocher. Ça, c'est Exactement. mon leitmotiv dans la vie. c'est ça. C'est que l'autre était plus fort, il n'y a rien à faire. On travaillera différemment la prochaine fois, mais il faut être capable à un moment d'assumer aussi ses victoires, bien sûr, mais surtout aussi ses défaites. Et puis c'est ce qui fait grandir aussi en même temps. C'est ce qui fait grandir, mais c'est pas que dans le sport. Hein. Ouais, dans la vie de C'est au tout court. boulot, c'est avec ta femme, c'est avec tes amis. Exactement. Sois quelqu'un de droit, de sincère, de généreux. Et si tu te manges un stop, eh ben t'as rien à te reprocher. Et ça, c'est quelque chose qui peut te ronger, hein, mais qui peut te ronger sur ton lit de mort. T'es là, tu fais « Ah, j'aurais dû. » Bon, moi, sur mon lit de mort, il n'y aura pas de « j'aurais dû ». J'aurais fait « C'est bien, je suis prêt à mourir et j'aurais tout donné. » quoi. Dans quel état d'esprit tu te sens avant le combat, juste avant le combat? Avant le combat, c'est le... J'ai déjà vu, avant le combat. Ouais, je deviens... je change de personne quand même, hein, parce qu'en fait, en face, il y a quelqu'un qui te veut du mal. Il me veut du mal, donc moi, je lui veux un très grand mal. On m'a donné des règles, il a les mêmes règles, on est tous les deux d'accord. On va essayer de se faire du mal. Et ben là, je vais changer, je vais vraiment être un sale type. Mais... alors que dans la vie de tous les jours, voilà, j'ouvre la porte, j'aide à porter les courses. Si je peux aider, voilà, je donne la petite pièce aux mendiants. Pas tous, on est d'accord, mais je fais ce que je peux, quoi, pour aider. Mais le jour J, non, j'aimerais pas m'avoir en face parce que je suis mauvais. Il y a une différence, ce côté mauvais dont tu parles, je l'ai vu, moi, de près. Je t'ai pas senti mauvais avant le combat. Je t'ai senti, comme tout athlète, besoin d'être assuré. Et par contre, quand tu es au combat, c'est différent. Au combat, oui. Là, j'ai trouvé le lion que tu peux être. Et avant le combat, on passe tous par là, par nos périodes de doute. On a besoin d'être assuré, un peu d'appréhension, un peu de peur. Bien sûr. Et cette peur, on met beaucoup de choses dans ce mot peur, qui n'est pas de la vraie peur, qui est de l'appréhension, la peur de mal faire. Mais par contre, je sens où tu as besoin d'être assuré. Et je crois qu'on est tous un peu pareil. Pour ce qui j'ai besoin d'être assuré, qu'on me dise des mots, qu'on me dise des phrases. Et par contre, dès qu'on franchit la cage, j'imagine, ou le ring, ou dès qu'on va, moi c'était ça, dès qu'on va vers le ring, on commence à basculer dans autre chose directement. Et j'ai vu dans ton regard. J'ai vu dans ton regard quand je t'ai vu avancer sur le ring, à ce combat de boxe anglaise que tu as fait, puisque c'est le seul auquel j'ai pu assister, sur un de tes combats en tout cas, où j'ai vu la transformation entre les instants d'avant, ou les 20 minutes avant, que quand je t'avais vu dans les backstage, tu n'avais plus le même visage là. Et là, quand tu dis qu'une personne me veut du mal, et là, je lui veux du mal plus que moi, l'état d'esprit, je suis méchant, là, j'ai vu le côté méchant. Donc il y a un moment où il y a une bascule quand même, où tu es limite besoin d'être assuré, où tu deviens un vrai lion. À quel moment ça s'effectue? Au moment où tu as mis les gants? Au moment où tu avances vers le ring? Au moment où on te dit ça y est, on y va? Où tu as fini la leçon? Tu sais? Je crois que c'est quand tu avances vers le ring, hein, Ouais. tu deviens méchant. Ouais. Après, même pour Billy, c'était un peu différent encore, Ouais. parce que c'est quelqu'un que j'aime bien, hein, parce qu'on a tissé des liens, Ouais, à force de se côtoyer. Bien sûr. Donc au début, j'étais très méchant. Et en fait, au fur et à mesure des rounds où je voyais qu'il avait le nez cassé, du sang partout, ça m'a fait de la peine. Tu as commencé à gérer. Alors, je vais pas dire que j'ai commencé à gérer parce que c'est faux. Si j'avais pu le... Non, mais je sais pas ce qui s'est passé en moi. J'ai regardé. Il y a eu une compassion. Oui, beaucoup. Mais parce qu'effectivement, tu l'as dit, on avait passé du temps ensemble sur la préparation. Et rien que te le dire, j'ai la chair de t'as la poule. chair de poule. C'est vrai, hein. Ouais. Regarde. Ouais. Parce que je le vois, je me remords sa tête en sang, tu vois. Alors autant mes autres adversaires, je n'ai rien à cirer. Mais lui, non, parce que on avait passé du temps ensemble. Ouais. Voilà, et c'est un bon gars. Donc le voir comme ça, là, avec le nez comme ça, là, en vrai... C'est la première fois que ça t'arrive, ça? Ah oui. Ouais. Et ça m'a fait bizarre. D'accord. De te retrouver pas face à un pote, parce que sur toute la préparation, vous deviez vous rencontrer, on le savait. C'est un pote, c'est pas un ami. Oui. C'est un pote. Ouais, c'était quelqu'un. Alors, je vais pas dire un partenaire d'entraînement parce qu'on a évité, vous mettiez les gants ensemble. Mais oui, il y a eu du temps passé ensemble quand même.
Et surtout, il était à l'initiative de l'organisation. Ça n'avait aucun rapport. Si, c'est un rapport. Mais ah ouais, quand même. Ah oui, oui, c'était son événement. Il était là pour briller. Le bon dénouement, ça aurait été qu'il me batte. Qu'un streamer batte Greg MMA, la figure, entre guillemets, des arts martiaux et sports de combat sur YouTube. En tout cas, dans tout ce qui est du divertissement, action. Voilà, c'était le beau scénario, tu vois. Et là, je mettais à bas tout son travail. Et tu le savais, toi? Ouais, bien sûr, je le savais, mais inconsciemment, ça m'a foutu les boules, tu vois. Même là, je le dis, c'est pas cool, quoi, c'est relou. Ouais, je suis content d'avoir gagné, mais c'est bon. C'est jamais évident de rencontrer quelqu'un qu'on connaît. Hein. Ah non, et là, je te dis, c'est un pote, mais c'est pas un ami. Oui. Alors, taper sur un ami, c'est bizarre. Hein. Ouais. C'est pas possible. Ça m'est jamais arrivé, mais mon ami dont je te parlais là, et qui a fait les jeux, on a commencé, c'est un ami d'enfance, on s'est jamais rencontrés. On a fait des compétitions, on arrivait tous les deux en finale, à chaque fois il y en a un qui se désistait, et les gens comprenaient pas. Et tu l'as dit toi-même, mais c'est vrai, tu boxes pas un ami. Non. Et alors même si certains l'ont fait, hein, on jette la pierre à personne, mais tout dépend de la façon dans laquelle on voit les choses. Bien sûr. Et que t'as apporté ce combat? Parce qu'il faut savoir, c'est que Greg dit partout, je le dis là dans la caméra, qu'il est pas bon en anglaise, qu'il aime pas ça. Il a des qualités. Il pourrait faire des choses intéressantes. Je pense qu'il s'en est rendu compte parce qu'après, il a retravaillé un peu plus son anglais. T'as mis les gants avec Victor, t'as mis les gants avec d'autres personnes. Et c'est un combattant. Donc forcément, s'il est passé par du MMA, il connaît cette notion de frappe. Après, il y a des réglages techniques à faire. Mais il dit tout le temps, il dit partout que non, moi l'anglaise, je suis pas bon. Il dit je suis pas bon, il dit pas qu'il aime pas. Il dit je suis pas bon, c'est pas pour moi. Mais pourtant, il est pas si mal que ça. Alors quand je dis que je suis pas bon, c'est que je suis pas bon pour un professionnel. Oui. Pour quelqu'un qui se dit professionnel. Donc tu te compares au plus haut niveau, d'accord. Oui. Donc bon, en MMA, je suis à. Avant, j'étais à 3 sur 10 pour un combattant de MMA en anglaise. Maintenant, je suis à 4,5, tu vois. Je sais que j'ai bien progressé, je suis content. Mais c'est pas 4,5 ou 4, c'est pas une bonne note, tu vois. Mais effectivement, mais pour quelqu'un de lambda, pour monsieur tout le monde, oui, je suis plutôt fort, mais bon. Et pour Billy, d'ailleurs, hein, en aucun cas, je suis en train de dire que j'ai levé le pied. Ah non, tu t'es consciemment, en tout cas. Oui, d'accord. J'ai voulu lui faire mal, mais bon. Et ça se voyait. Oui. Qu'on dise pas. Non, t'inquiète pas. Mais l'anglaise, c'était vraiment le sport que je voulais pas faire. Parce que c'est vraiment le sport le plus dur. Hein, le plus dur, et c'est celui avec lequel tu n'as aucun échappatoire. T'as tes 2 points, et c'est tout, mon frérot, tu te débrouilles. Faut se débrouiller avec mais ça. C'est vrai, hein, mais alors que même en judo, tu peux te dire, bon, allez, je le projette un peu dégueulasse, et puis je vais essayer d'avoir avec une clé au sol, tu vois, parce qu'il y a un peu... En pied-point, j'ai mes jambes. En MMA, bon, je te raconte pas, t'as tout un arsenal. Ouais. En anglais, tu restes dans le fameux carré de lumière, t'as tes 2 points, vas-y mon frérot. Non, accroche-toi, non, t'accroches pas. Non. C'est par toi, remets-toi des patates. Wow. C'est vrai qu'il n'y a pas d'échappatoire. Et quand je tourne avec des tueurs en anglais, tu fais, waouh, comment ça fait mal. Comment ils cognent, les gars. Et dans tout ça, dans tous tes combats, quel est l'adversaire qui t'a fait le plus peur? Alors, je vais te faire une réponse bidon. Le plus grand adversaire, c'est moi qui m'ai fait peur le plus. C'est-à-dire que et c'est mon dernier combat de ma première carrière, qui est en fait qui est la seule. Mon autre carrière, c'est pour moi seul. C'est juste pour me prouver des choses. On pourra parler des regrets après si tu veux. Mais mon dernier combat que j'ai fait contre Gegard Mousasi, voilà, qui est champion du Strikeforce, du Bellator. Qui était à l'UFC. Il était à l'UFC, top 5 UFC, et qui était au Pride également. Et j'ai fait un combat pourri, même si je l'ai dominé en début de combat. T'avais plus envie d'y aller avant le combat? J'ai plus envie. D'accord. J'ai fait, bon, allez, je vais prendre la ceinture du Cage Warrior, et après, stop. Parce que c'est un sport de fou furieux, c'est trop dur. Il y a des gars qui sont dopés, c'est relou. C'est surtout ça qui t'a fait... C'est le dopage ou t'avais l'impression qu'il y avait un déséquilibre? Plusieurs choses. Et ma foi, je suis content, ma foi, d'avoir... J'ai pris de bonnes décisions. Hein. Moi, j'ai pas de regrets à ce niveau-là. En tout cas, d'avoir arrêté. Ouais.
ma fin de carrière avec 3 défaites consécutives, ça c'est quelque chose que j'avais en travers de la gorge, mais bon, peu importe. Quand tu vois la tête de Wanderlei Silva aujourd'hui, quand tu vois les morts par dopage ou par excès de coups dans la tronche de certains combattants, tu vois la tête des frères Diaz et tout, tu vois la façon de parler de certains, tu te dis, c'est pas... Il y a un truc qui va pas dans ce sport, c'est trop pour moi, c'est trop pour quelqu'un qui vit en France, qui est lucide sur son sport. Qui est lucide, mais qui a une vie relativement bonne, même si j'ai eu beaucoup de problèmes, comme tout le monde, j'imagine, mais au bout d'un moment, il faut te dire, bon, c'est très bien ce que tu as fait, Greg, maintenant ça suffit. Si tu vas plus loin que ça va être trop dangereux. C'est ce que tu t'es dit. Ouais, et donc c'est pour ça que tu as arrêté. J'ai arrêté, comme je t'ai dit, j'ai eu un beau début de combat. Et après, la chose qui est inadmissible pour un combattant, c'est il me tabasse, moi j'étais par terre, il me tabasse, et j'abandonne, tac, tac, tac. Et là je fais, c'est bon, t'es plus un combattant, frérot. Tu te prends des patates et t'abandonnes, c'est honteux. En fait, c'est une question, c'est quelque part, c'est un peu l'ego alors. De quoi Non, en fait, t'as arrêté parce que tu t'es dit, c'est normal, ça fait partie des règles aussi. Quand celui en face est plus fort, forcément tu te dis, c'est bon, je baisse pavillon. Et on en parlait au début de ce podcast, on disait qu'effectivement, quand on tombe sur plus fort, c'est un aveu d'échec, mais c'est une remise en question pour la suite. Et toi, quand je dis c'est l'ego, c'est parce que tu t'es dit, moi en tant que combattant, et ça c'est vrai, c'est la fierté du beau combattant, tu te dis, non, j'aurais jamais dû taper. C'est ça en fait. Et donc si jamais je tape, c'est que je suis plus un combattant. Non, parce que et c'est lié à ton intelligence et à ta réflexion. Tu te dis à un moment, j'ai peut-être pas été prêt comme il fallait, j'ai pas fait ce qu'il fallait, il est plus fort que moi. Ça sert à rien de prendre des coups, de continuer à prendre des coups pour la gloire quelque part. Vaut mieux taper et arrêter là et pouvoir revenir plus fort peut-être. Comme il m'a dit Guégard, Moussassi, il m'a dit, je l'avais revu 15 ans plus tard, il m'a dit, je pense que tu étais plus fort que moi à cette époque. Parce qu'après il a continué à progresser bien sûr. Et c'est possible. Ça se joue à pas grand-chose, des fois. Non, ça se joue à pas grand-chose. Mais le destin en a décidé autrement. Et moi, je suis tout à fait content de la façon avec laquelle j'ai rebondi. Je pense que la force d'un être humain, c'est aussi complètement la capacité à se redresser, à trouver une autre voie différente et d'exceller ailleurs. Tu vois, et puis c'est ton histoire. Oui, c'est ça. Ton histoire voulait que tu t'arrêtes un moment et que tu reviennes un moment. Et c'est pile poil la suite parce que t'as arrêté, t'as fait autre chose, tu t'es construit, tu t'es reconstruit. Pas comme si t'avais un échec, tu vois. T'avais un échec qui t'avait détruit personnellement. Donc c'est ça la force de l'homme, c'est de tomber, de se relever aussi. Tu t'es relevé, t'es venu différemment. Et puis t'as repris le combat. Ouais. J'ai 2 questions à poser. Quand t'as décidé d'arrêter, à qui t'en as parlé le premier ? À qui tu l'as dit le premier ? Je l'ai dit, je pense à mon coach, le jiu-jitsu brésilien qui était là, David Pierre-Louis. Et puis de toute façon, quand tu as envie d'arrêter, j'ai d'autres exemples de copains qui voulaient arrêter, puis qui ont repris. Parfois ça se passe bien, parfois non, mais c'était à mon coach. Et, je pense que je l'avais même dit avant de commencer le combat. D'accord. Ah d'accord. Déjà avant de commencer, c'est vachement important ça. Ah oui, mais oui. Et donc, c'est comme le dernier jour de ski. C'est là où tu te pètes la jambe et tu te dis bon, c'est mon dernier jour de ski, je vais faire peut-être plus attention que les premiers jours. Et quand tu combats en faisant attention, oublie-toi, t'as perdu d'avance. T'avais déjà arrêté dans ta tête en fait. Oui. Et face à un adversaire tel que Moussassi, tu pouvais pas arriver en disant presque je vais arrêter. Soit tu vas avec le couteau entre les dents et envie de gagner, et tu aurais peut-être pu gagner le combat. Tu vois que ça se joue à pas grand-chose en fait. Et tu t'en veux à toi-même parce que tu te dis, t'es dur avec toi-même. Parce que tu vois ce que je veux dire, c'est que tu te dis, parce que j'ai tapé, j'aurais pas dû taper. Mais dès le départ déjà, t'étais pas dans les meilleures dispositions pour approcher, pour aborder ce combat déjà, tu vois. Ouais, mais après, tu peux toujours trouver un tas d'excuses, mais le fait d'abandonner sur des frappes, c'est la honte, quoi. Et puis c'est tout, mais c'est pas grave. C'est la honte, mais c'est pas grave. Qu'est-ce que t'as fait le lendemain où t'as décidé de ce combat, où t'as décidé que c'était fini, que t'avais arrêté? T'as repris l'entraînement comme si de rien n'était? Je sais plus, frérot.
ce que je sais, c'est que ça m'a cassé les noisettes pendant pas mal de temps. Ouais. Il a fallu du temps pour. Et que, tu vois, mes 5 combats victorieux d'affilée, bah voilà, ça met un petit pansement sur une cicatrice. On parlait d'ego, il y a un ego qui est mal placé, mais il y a un ego qui est bien placé par contre. Voilà, cet ego qui me faisait dire que voilà, j'avais foiré ma fin de carrière. Ouais. Là, c'est un peu mieux, mais c'est pas pour les gens que j'ai fait ça, c'est pour moi. Et ma notoriété aidant, mes combats ont été médiatisés. Et bon. T'avais un compte à régler. Oui. Ouais, c'est ça. Mais c'est important ce mot-là de compte à régler, parce que je disais tout à l'heure que quand on arrive en sport de combat, on a un compte à régler. Et qu'on le règle ou pas, et à un moment, il y a des gens qui l'ont jamais réglé et qui vivent avec ça. Il y a des gens qui le règlent au bout d'un moment et qui ne ressentent plus le besoin de combattre. Ton retour à la compétition est dû au fait que tu t'es dit, je suis en forme physiquement, malgré mes 45 ans, on en a parlé tout à l'heure, je peux encore, j'ai des capacités, je m'entraîne, je mets à mal des petits jeunes, donc je pourrais. Et j'ai l'impression, alors tu vas me dire, c'est ça, que tout ça s'est mis en bout parce que tu as atteint une maturité aussi qui te permettait d'aborder ce sport de façon différente. Tu étais bien entouré, mieux entouré, du fait de tes vidéos. Ça t'a permis d'aller quelque part, d'aller voir un petit peu comment chacun s'entraînait, prendre un peu à gauche, à droite, aborder les choses différemment, te dire mais je suis en capacité. Et surtout, j'ai appris beaucoup de choses que je faisais pas avant. Surtout, mon sport a évolué. Avant, on s'entraînait dans des endroits, c'était interdit en France, on pouvait pas. Aujourd'hui, on a une vision différente du MMA. Je peux faire des choses. Et puis surtout, le plus important, tu étais accompagné de celle que j'appelle la chef, la patronne. Est-ce qu'on peut en parler, bien sûr, je peux dire son nom, de Laura, qui est un pilier, un socle, au-delà de Julien, qui permet dans ton organisation, parce que moi, je suis avec Grégory aujourd'hui, mais il y a Greg MMA, qui est l'image de... Et moi, j'adore le Grégory, moi, parce que c'est ce qu'il nous raconte depuis tout à l'heure. Pas au début, mais tout doucement, on y arrive. Et Grégory, il est là, il fait tout ce qu'il fait. Moi, j'adore le personnage. Ce qu'il est, pas Greg MMA, c'est différent. J'adore ce que Greg MMA fait, mais j'adore Grégory, sa sensibilité, sa gentillesse. Et malgré le combattant méchant qu'il peut être quand il faut l'être, mais tout ce qu'il véhicule, son intelligence, sa finesse, ses intuitions, il est très instruit, il sait de quoi il parle. Et tout ça est mis en place. J'ai l'impression que tu es dans une espèce dans un équilibre aujourd'hui qui est une plénitude parce que tu as trouvé la personne qu'il fallait, tu as trouvé ton binôme, et c'est un vrai binôme qu'on veut voir fonctionner tous les deux. On voit qu'il y a une vraie organisation, une vraie logistique. Il y a la tête pensante, il y a la réflexion, il y a ce qu'il y a derrière en background, et puis il y a celui qui est la machine de guerre qui est devant. Et la machine de guerre, elle est devant, elle peut fonctionner parce que derrière, il y a le background, derrière, il y a la machine qui tourne derrière. Non, ma femme, c'est quelqu'un d'extraordinaire qui m'aide énormément, effectivement, qui a eu un rôle important pour me motiver. Quand elle m'a récupéré, entre guillemets, on dirait qu'elle a récupéré un chiot, mais bon, bref. Bah, j'étais au fond du seau. Et oui, c'est quelqu'un qui a une force de caractère et qui a tendance à sublimer les gens. Elle arrive à les faire éclore. Voilà. Son problème, c'est qu'elle a tendance à s'oublier elle-même en étant trop généreuse. Quand tu donnes trop, il y a deux choses, c'est que tu attends une réciprocité, ce qui n'est pas toujours le cas. Et parfois, les gens prennent ta gentillesse comme de la faiblesse. Donc, malheureusement. Voilà. Donc la pauvre, parfois, elle se fait avoir. Mais en tout cas, le boulot qu'elle a fait avec moi, il continue à faire, toujours. Non, mais elle est top. Après, la vie de couple, elle s'est fait de haut et de bas. Bien sûr. Je crois que c'est un des combats les plus durs à mener. Bien sûr. Parce que combat perpétuel, il ne s'arrête jamais. Oui, parce que finalement, on est toujours plus ou moins en phase avec nous-mêmes. Mais deux individus qui se rencontrent à un instant T, chacun évoluer d'une façon ou d'une autre. Il faut réussir à se retrouver malgré ces changements, ces envies, nos souhaits, à quoi on... Qu'est-ce qui nous motive ou nos goûts qui changent. Et alors, le couple... je ne sais plus qui disait ça, mais c'est essayer de répondre à des questions qu'on n'aurait pas eues tout seul, tu vois. Donc,
Moi, j'ai eu beaucoup de femmes dans ma vie, et c'est vraiment... ça, c'est dur. Mais c'est vrai, mais t'as raison. Mais j'ai tenu à parler de Laura parce que j'ai senti, moi, dans toute organisation, pour performer, on parle de plusieurs éléments qu'on met en place avec des intervenants différents. Et j'ai l'impression que Laura, chef d'orchestre, était la personne qui organisait, qui structurait et qui faisait que tu puisses avoir ta tranquillité de combattant, avoir cette sérénité. Il fallait qu'elle soit là pour gérer. Oui, bah, et pour gérer aussi Julien et Jeanne aussi, c'est ça, parce qu'il faut être deux pour gérer ça. Et donc, et sa place est bien plus importante que juste la compagne de Grégory. Tu vois, c'est pas pareil. C'est la compagne de Grégory, mais c'est le manager de Greg. Et elle fait un tout. C'est la femme de Grégory, c'est elle qui gère tout. Et donc, ça veut dire que c'est un vrai binôme. Et ça montre encore l'importance que même si c'est un sport de combat et qu'on est tout seul sur le ring ou dans la cage, il y a quand même une logistique, une organisation derrière. On n'est jamais vraiment seul. On ne peut pas évoluer et être performant seul. Effectivement, et à tous les niveaux. Si elle n'était pas là, j'en serais pas là où j'en suis aujourd'hui. Hein. Je ne sais pas ce que je serais d'ailleurs. Enfin, si, je sais. Mais ce serait pas beau à voir. D'accord. J'en doute quand même, mais on verra. La dernière question. Tu sais que c'est pas parce qu'on est une bonne personne qu'on peut finir bien systématiquement. Oui, je sais. Hein. Justement, les bonnes personnes souvent se font avoir, sont trop gentilles souvent. Et c'est vrai. Il faut quand même structurer tout un tas de choses. Et je me suis fait avoir pas mal de fois aussi. Ouais, hein. Ouais. Moi aussi, ça arrive. Mais j'ai mon intégrité psychologique pour moi, et il y en a qui sont foutus de ma gueule, bah tant pis pour eux. Ouais. On arrive déjà à la fin de ce podcast. C'est passé vite. Et j'ai une dernière question quand même. J'aimerais que tu regardes cet écran, cette caméra, et que tu dises aux personnes qui te suivent, qui te regardent et qui t'apprécient, il y en a beaucoup, ce que tu aimerais que les gens retiennent de toi, comment tu aimerais être perçu, et tout ce que tu fais, ta personnalité, tout ce que tu fais pour les sports de combat, parce que moi j'estime que tu fais beaucoup. Et il faut que les gens soient lucides et conscients que si Greg n'était pas là, il y a plein de disciplines qu'on ne verrait pas, dont on ne parlerait pas, et que même l'évolution du MMA aujourd'hui en France, tu y as beaucoup aussi contribué. Et le nom Greg MMA est bien choisi, parce que c'est ça, c'est vrai. Et voilà, j'aimerais que toi, de ton ressenti, souvent on n'a pas l'occasion de dire les choses. Hein. Et c'est important que tu dis, c'est ton. Je vais faire une allocution présidentielle. Exactement, tu as 2-3 minutes, je crois, encore pour me dire exactement. Déjà, les gars et les filles, merci déjà pour votre soutien. Toujours souriant, toujours sympathique, pas toujours. Il y a des gens qui ne sont pas forcément bienveillants. Et pour répondre à la question de John, s'il y a quelque chose que j'aimerais qu'on se souvienne de moi, c'est le travailleur et la bienveillance. Ça, c'est deux choses qui me caractérisent, même si parfois je suis maladroit, peu importe. Moi, je suis un gros blagueur et parfois il y a des blagues qui ne passent pas. Mais voilà, la bienveillance entre les gens, c'est une valeur qui a l'air un peu désuète et un peu bisounours, mais c'est quelque chose qui fait du bien au monde. C'est quelque chose qui permet de nous rassembler. Voilà, on est dans une époque de division. A priori, je vous dis, il y a à manger pour tout le monde. Il faut essayer de ne pas être trop greedy, mince, comment on dit. Gourmand. Gourmand, ouais, ça sert à rien d'être trop gourmand. Il y a à manger pour tout le monde. Donc, essayons de faire la place aux autres. Il faut se faire sa place sans écraser les autres, justement. Donc ça, c'est la bienveillance. Et puis le travail. Je pense que sans travail, on va nulle part. Et même si, avec beaucoup de travail, vous serez peut-être pas le prochain Bill Gates ou le prochain Brahim Asloum, par exemple, vous arriverez quand même à être la meilleure version de vous-même. Et ça, je pense que c'est le plus important. Voilà, moi, je suis pas le plus grand des champions, mais je me suis donné beaucoup de mal. Et là où j'en suis, je suis plutôt fier de moi. Et avec ma bienveillance, quand je me couche, voilà, je suis pas en train de me torturer l'esprit à me dire là j'ai fait un coup de vis ou là j'ai pas été cool avec cette personne. Donc c'est ce qui me permet de bien dormir. Avec Julien, bien sûr, faut pas oublier Julien quand je dors, et madame. Merci Greg. Merci Grégory même, je dirais. Merci pour cette heure passée ensemble, elle a été riche, elle est passée, on a l'impression que ça fait 10 minutes qu'on est là. Et c'est ça, quand c'est bon, c'est court en général. En tout cas, ça a été un plaisir pour moi.
Merci, John. Voilà. Et ta carrière n'est pas terminée, donc ça veut dire que je te ressolliciterai peut-être pour ta fin de carrière. On a encore un peu de temps. Je commence à fatiguer, je t'avoue. Je sais. Mais en tout cas, j'ai beaucoup de respect pour ce que tu fais, parce qu'à nos âges, c'est pas évident. Tu vois, soit on n'a jamais arrêté, on continue. Le fait d'avoir arrêté, d'avoir repris, franchement, c'est... Et je le sais, parce que nos corps réagissent pas de la même façon. Et il faut vraiment beaucoup de courage et beaucoup de travail. En tout cas, félicitations. Merci, frérot. Et je te renvoie le compliment. J'ai beaucoup d'admiration pour toi, comme je t'ai dit. J'ai pas regardé le podcast avant de venir. J'ai fait John Jovi, je viens. Merci. Merci Grégory. Je vous dis tous à bientôt. J'espère que cette heure passée avec Greg vous aura plu. Et en tout cas, n'hésitez pas à mettre des commentaires. Et si vous êtes des combattants et que vous avez envie de passer dans mon podcast et vous avez fait des sports de combat, n'hésitez pas à me contacter. Il y a beaucoup de monde qui me sollicite déjà, mais j'essaierai de faire de la place pour tout le monde. Merci et à bientôt.